Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. Réouverture du campus social ce matin. Les du campus social à nouveau fonctionnel, c'est la réouverture partielle du centre. Seulement, la réouverture partielle du centre des œuvres universitaires n'est pas du goût des étudiants qui s'offusquent de la fermeture des pavillons B et F pour des raisons de sécurité, même si le collectif appelle les étudiants à rejoindre les amphithéâtres aujourd'hui. Et puis, ponction sur les salaires du mois de février des enseignants après leur grève répétitive. Le gouvernement du Sénégal sort la matraque et sanctionne les acteurs du secteur éducatif. En ce moment, le G7, le mouvement qui regroupe plutôt les syndicats les plus représentatifs dans le secteur de l'éducation, est en grève générale aujourd'hui. Il dénonce l'inertie de l'État face à leurs revendications. Et puis, crise économique, universitaire rural, Barthélémy Dias tire sur l'État. L'ex-maire de Dakar estime que le gouvernement n'est pas à la hauteur pour diriger le pays. Vous l'entendrez dans ce journal. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal. Fatou Abdoulaye Fall à la présentation, Baba Aïdara et Mohamed Cham assurent la partie technique. Je vous le disais en titre, réouverture du campus social, une réouverture progressive annoncée il y a quelques jours par la direction du COUD. Et pour parer à toute éventualité, les activités politiques ou à connotation ethnique et régionaliste sont formellement interdites. Et puis les amicales également, de leur côté, sont suspendues plutôt par le conseil académique de l'UCAD. Cette réouverture partielle du centre des œuvres universitaires n'est pas du goût des étudiants qui s'offusquent de la fermeture des pavillons BF pour des raisons de sécurité, et le collectif compte même organiser une conférence de presse demain. Ils annoncent aussi une assemblée générale lundi prochain devant la direction du centre des œuvres universitaires de Dakar. Ponction sur les salaires du mois de février des enseignants après leur grève répétitive. Le gouvernement du Sénégal sort la matraque et sanctionne les acteurs du secteur éducatif. La réponse du G7 et le QSAMS ne s'est pas fait attendre. Les syndicats n'écartent pas le bras de fer avec le gouvernement, allant vers une nouvelle perturbation du système éducatif. Voici les réactions de Amidou Djedjou du G7 et Pape Amadou Gueye du QSAMS. Ils sont joués au téléphone par Ibrahim Khalil Djemé. Oui, ce qui est clair, c'est que les coupures sont effectives. Les ponctions sur salaire sont observées. Je dois rappeler que ces ponctions sur salaire font suite à une grève que nous avons enclenchée depuis le mois de novembre. Nous en sommes aujourd'hui à notre 5e plan d'action. Les questions que nous posons sont des questions légitimes. Aujourd'hui, en lieu et place des réponses que nous attendons de la part du gouvernement, nous faisons face à plutôt d'autres méthodes. Des méthodes archaïques, anciennes, dans une dynamique de déstabilisation et d'intimidation. Malheureusement, ça ne passera pas. Je ne voudrais pas m'arrêter quand même sur ces coupures de salaire-là, qui pour nous, somme toute, ne constituent pas l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est malgré tout, comment le gouvernement compte s'organiser pour apporter des réponses claires aux préoccupations que nous soulevons, qui, pour rappel aussi, ne sont pas des préoccupations qui datent d'aujourd'hui. Elles sont autant vieillies que nous les évoquons. Et nous les évoquons souvent sous le vocable de respect des accords. L'État a opéré des ponctions sur nos salaires allant de 100 000 à 250 000 francs pour faire des grèves. Cela nous aimons nulle part ailleurs. Nous, ce que nous demandons à l'État, c'est un dialogue franc et un respect des accords. Et nous déplorons la sortie malheureuse et catastrophique, pour ne pas dire chaotique, du Premier ministre Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Voilà un Premier ministre qui ne semble pas maîtriser la plateforme revendicative des enseignants. Il nous parle de revendications émergentes. Monsieur le Premier ministre, je suis désolé, les enseignants sont désolés, il n'y a pas de revendication émergente. La revendication des enseignants date de plus de 10 ans avant que même que vous ne soyez syndicaliste ou bien politicien. Donc, chaque État refile le dossier. C'était avec Wade l'a refilé à Macky l'a refilé à Diomaye. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes étonnés de voir devant la représentation nationale que nous avons un Premier ministre qui n'est même pas regardant sur ce qui est écrit quand il s'agit de la plateforme revendicative du geste. Nous ne demandons pas, nous demandons nos droits. Maintenant, comme disent les Wolofs, après on va voir.
Et puis le G7, le mouvement qui regroupe les syndicats les plus représentatifs dans le secteur de l'éducation, est en grève après un débrayage hier. Dans son 5e plan d'action, le G7 prévoit aussi le boycott des évaluations, des cellules d'animation pédagogique, les activités sportives et la formation initiale des élèves maîtres. Le G7 dénonce ainsi l'inertie du gouvernement face à ces revendications. Éducation toujours face à une série de violences enregistrées dans des collèges de Dakar Plateau. Le ministère de l'Éducation nationale hausse le ton. Dans un communiqué daté du 25 février 2026, les autorités annoncent des sanctions disciplinaires et judiciaires contre les élèves impliqués, tout en appelant à une mobilisation générale pour sécuriser les établissements scolaires. Mariam Sodendiaï nous fait l'économie de ce communiqué. Le ministère de l'Éducation nationale a dénoncé dans un communiqué publié ce 25 février 2026 des actes de violence perpétrés par des groupes d'élèves issus de certains collèges de l'inspection de l'éducation et de la formation de Dakar Plateau. Se réclamant d'un mouvement de soutien aux étudiants, ces élèves auraient envahi des établissements de la zone pour en déloger leurs camarades, multipliant des jets de pierre et actes de vandalisme. Selon le ministère, ces incidents ont gravement perturbé les enseignements et causé d'importants dégâts matériels dans plusieurs infrastructures scolaires. Face à cette situation jugée inacceptable, les autorités annoncent un renforcement des mesures de sécurité en collaboration avec les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité, afin de garantir la continuité des cours. Le ministère prévient que tout élève impliqué dans des actes de violence ou de destruction s'expose à des poursuites judiciaires et à des sanctions administratives pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive ou la radiation des listes d'examen. Les parents seront également tenus pour responsables. Un appel à la vigilance a été lancé à l'ensemble de la communauté éducative, inspecteurs, chefs d'établissement, enseignants et associations de parents d'élèves, ainsi qu'aux autorités administratives pour renforcer la sécurisation des écoles et prévenir de nouveaux troubles. Réaction de l'Union nationale des parents d'élèves étudiants du Sénégal, UNAPAS, qui affirme être en phase avec le communiqué du ministère de l'Éducation nationale. Son président, Thierno Ndao, estime que les troubles sont le fait d'individus mal intentionnés, infiltrés, qui ne sont ni élèves ni étudiants et qui cherchent à commettre des actes de vandalisme. Il appelle les apprenants à ne s'impliquer ni de près ni de loin dans ces activités, invite les parents à renforcer le dialogue avec leurs enfants, notamment sur les sanctions encourues. Thierno Ndao, président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, est au téléphone de Mariam Sodendiaï. Nous sommes en phase par rapport au communiqué du ministre de l'Éducation nationale suite aux désagréments causés par certains groupuscules d'élèves qui empêchent le déroulement normal des enseignements et apprentissages dans les Dakar Plateau et environ. Il faut dire que c'est pas la première fois. Tout au début de l'année, ces mêmes actes de vandalisme avaient commencé, mais avec vraiment les dispositions prises par l'IA de Dakar, en collaboration avec moi-même, président de la coordination départementale des parents d'élèves, et vraiment le gouvernement scolaire. Nous avons vraiment saisi le taureau par les cornes en sensibilisant davantage les élèves et les responsables d'associations de parents d'élèves dans les établissements concernés. Et les chefs d'établissement, le collectif des chefs d'établissement, ce qui a quand même mis du bémol dans leurs actions. Mais il faut se dire que ces groupes-là sont composés pour la plupart d'individus qui ne sont d'aucun établissement. Ils profitent vraiment de ces actes-là pour voler et faire vraiment des actes délictuels. C'est la raison pour laquelle j'en appelle à la vigilance des parents d'élèves pour d'abord mieux sensibiliser leurs enfants afin qu'ils ne puissent intégrer ces groupes. Si l'élève va à l'école et qu'il ne trouve pas le professeur, il n'a qu'à retourner tranquillement à la maison. Et maintenant, si les professeurs sont disponibles, le chef d'établissement et le personnel de chaque établissement doivent prendre, n'est-ce pas, leurs responsabilités pour assurer un cadre adéquat pour les enseignements, apprentissages. Donc, nous réitérons vraiment notre engagement à continuer à œuvrer pour vraiment la reprise des enseignements, apprentissages dans tous les établissements du Sénégal.
7h est passé de 10 minutes. Vous écoutez le journal sur Solo Média 96.1 à Dakar. Parlons politique avec cette sortie de Barthélémy Diaz. Le leader du mouvement Sénégal, Binyu Bok, est largement revenu sur la situation du pays. L'ex-maire de Dakar a entre autres dénoncé les violences policières exercées contre les étudiants et estime que le gouvernement n'est pas à la hauteur pour diriger le pays. Khalifa Ababakar Fall y était pour nous. En conférence de presse, Barthélémy Diaz a tâté le pouls de la situation du pays qu'il juge catastrophique. L'ex-maire de Dakar n'a pas apprécié ce qui s'est passé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et réclame justice. Ce que nous avons vu à l'université Cheikh Anta Diop, c'est du désordre. Nous avons tous vu des policiers entrer en plein jour avec du matériel lourd, accompagnés d'une élite spéciale de la police, en l'occurrence la brigade d'intervention polyvalente. On les a vus défoncer les pavillons, on les a vus défoncer les chambres et la suite nous la connaissons. Ces actes seront punis. Le leader de Sénégal, Binyu Bok, pense qu'un État doit protéger ses fils. Il s'inquiète dans la foulée du traitement accordé aux données personnelles. Sénégal, Binyu Bok s'inquiète du subit incendie au ministère des Finances, du subit cambriolage à la direction informatique du Trésor, de la subite cyberattaque contre la direction de l'automatisation des fichiers. Pourquoi toujours les mêmes institutions stratégiques? Tout un chacun devrait se poser cette question. Un gouvernement incapable de protéger nos données personnelles ne sera pas capable de nous protéger. Pour Barthélémy Diaz, le Sénégal a un problème d'autorité qui peine à mettre le pays sur les rails du développement. Le Sénégal ne manque ni d'eau, ni de terre, ni de talent. Mes chers compatriotes, le Sénégal est malade. Il est malade. Cette maladie entendu Dagana. Nous avons entendu les éleveurs sont étranglés par la cherté de l'aliment de bétail, le manque d'appui vétérinaire et l'insécurité pastorale. À Saint-Louis, les pêcheurs vivent l'angoisse permanente de l'embouchure. Aux promesses. En mars 2026, des échéances extérieures massives, le programme avec le FMI. Et puis l'Assemblée nationale sera demain en séance plénière pour la mise en accusation de la Haute Cour de justice de l'ancien ministre Maître Moussa Bocar Thiam. Et justement, dans le cadre de la procédure de mise en accusation du ministre Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de justice, le juriste Abdoulaye Niang apporte des éclairages sur la base juridique qui fonde cette démarche et sur les différentes étapes prévues par les textes. Il explique également les implications institutionnelles de cette procédure en précisant que la décision finale rendue à l'issue de la séance de la Haute ne peut faire l'objet d'aucun recours. Le juriste Abdoulaye Niang est au micro de Bainongo Fall. Premièrement, il faut dire que c'est le ministre de la Justice qui déclenche la procédure de mise en accusation par une demande introduite à l'Assemblée nationale. Ce qui a été fait. Donc l'Assemblée nationale s'est réunie en commission des lois. Donc ils ont adopté le texte de résolution donc de mise en accusation du ministre, l'ex-ministre Moussa Bocar Thiam. Ils vont faire passer le texte au vote donc en plénière. Donc une fois le vote terminé, le ministre sera tout traduit devant la Haute Cour de justice. Mais par rapport à la base légale, je peux vous dire que le ministre Moussa Bocar Thiam a été mis en accusation devant la Haute pour des faits présumés de malversation financière liés au parc de technologie numérique. Je pense que c'est ça la base légale sur laquelle repose maintenant la procédure. Une fois que le vote en plénière donc est terminé, le ministre est traduit devant cette juridiction, qui est une juridiction spéciale. Donc pour rappel, c'est la loi numéro 2002-10 du 22 février 2010, relative à la loi organique, des articles 99 à 100 de la Constitution, les règlements de l'Assemblée, tous ces textes-là encadrent donc la Haute Cour de justice qui, donc une fois les procédures terminées, à savoir la procédure de mise en accusation, de résolution des textes en commission de loi, du vote du texte en plénière, maintenant la juridiction statue en organisant premièrement un débat public et le ministre peut être assisté de son avocat. Le débat également peut être à huis clos. Après le débat, il passe au vote donc de la sentence. Les 2/3 des membres votent jugement du ministre. Une fois le jugement prononcé, c'est institut de recours. Donc il n'y a pas de recours ni d'appel. Solo Media Group, la radio au cœur de l'actualité.
7h passées de 16 minutes, vous écoutez le journal sur Solo Média. Nous sommes sur la 96.1 à Dakar, la 93.1 à Ziguinchor et la 100.4 à Kaolack et surtout la 87.8 à Diourbel et à Mbacké. Dans le reste de l'actualité, la mise en vente de pommes de terre par les agro-industriels est suspendue à compter du 28 février et ce jusqu'à nouvel ordre. Cette décision prise par le ministère du Commerce et de l'Industrie est saluée par les commerçants qui n'y voient aucune contrainte. Les précisions dans ce compte rendu de Ibrahim Khalil Djemé. C'est à travers un communiqué rendu public ce 25 février 2026 que le ministère du Commerce et de l'Industrie a annoncé la suspension de la vente de pommes de terre par les agro-industries. Selon le communiqué, le ministère veut garantir une meilleure régulation du marché, une décision saluée par l'Association des commerçants et industriels du Sénégal. Cette décision-là, ce n'est pas une décision unilatérale, ce n'est pas une décision nouvelle, c'est une décision qui va suivre. Maintenant, si on a gelé l'importation, on laisse les petits agriculteurs de faire vendre leurs produits. Aujourd'hui, le problème que nous déplorons toujours, il faut qu'il y ait une cohabitation. C'est quoi cohabitation? Il faut mettre le temps, le produit importé, avoir le temps de s'évaporer avant que le produit local arrive au marché. Selon Mamadou Sarr, cette décision ne peut engendrer nullement des conséquences chez les commerçants. Moi, je crois qu'il n'y aura pas de conséquences parce que les agro-industriels, avant qu'on ouvre le marché pour l'importation, c'est eux qui étaient sur le marché. C'est eux qui ont fixé leur prix avec la ARM, avec l'État du Sénégal, avec les consommateurs. Ils ont déjà vendu à peu près 75% ou bien 80% de leurs produits. Il faut qu'ils cèdent le marché aussi à des petits agriculteurs pour qu'ils vendent aussi. Saisissant l'occasion, l'Association des commerçants industriels du Sénégal revient sur l'homologation des prix de pommes de terre. L'année dernière, on a eu de pommes de terre à 11 500 francs de pommes de terre de l'importation. Aujourd'hui, là où je vous parle, j'ai reçu des coups de fil à côté du Potou. Je peux avoir le pomme de terre jusqu'à Dakar à 7 500. Je peux le vendre jusqu'à Dakar à 7 500. Donc nous, commerçants, on n'a pas de problème de cette question-là. On ne peut pas dire que totalement que le sucre est déjà un denrée rare ou bien on a une rupture de sucre. Mais ce qui est actuellement sur les dépôts et les magasins, ça ne suffit pas. Après la mesure de gel d'importation prise le 16 janvier dernier et par peur de manque de régulation appropriée, le ministère du Commerce se veut clair, prendre des devants pour assainir la commercialisation de la pomme de terre au Sénégal. Ibrahim Khalil Djemé à Saint-Louis, les éleveurs qui sont dans la commune de Gandon et celles et ceux de Djama ont tenu une manifestation en pleine brousse. C'est pour dénoncer les problèmes fonciers qu'ils vivent depuis plus de 10 ans. Ils ont même barré la route au pâturage. Ces éleveurs appellent directement le président de la République, son premier ministre Ousmane Sonko, à régler le problème. Leur porte-parole Sidi Sow est au micro de notre correspondant à Saint-Louis, Paprali Louba. J'ai quelques points à souligner. Et nous voulons que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko soient au courant de nos cris et qu'ils viennent régler ce problème avant que ça dégénère. Depuis 2013 jusqu'à présent, on vit des problèmes de terre vendue. Il y a des projets clôturés ici qui datent longtemps et personne ne les cultive. Mais celle-là, c'est la catastrophe. Parce que M. le maire Omar Sow de la commune de Djama, en collaboration avec le chef de village Begay, ont touché les hectares qui restaient dans la forêt où nos bétails nourrissent. En plus, ils ont coupé les chemins où les animaux passaient pour aller boire, c'est-à-dire dans les puits, la rivière et autres. Et pire encore, les routes de sortie et d'entrée des villages, Lamsar, Chiring, Ndiol, Chila, et même la route de Pâle sont barrées par ce immense projet. Ces derniers ont vendu ici de 300 hectares, 400 hectares, et celle-là, c'est les 500 hectares qui restent sous nos yeux. L'élevage, c'est notre seul métier. Et ils ont entré de le tuer, et ça, c'est inacceptable. Jamais au pire Ghana, jamais on l'acceptera. Cette population derrière moi, elle est prête pour tout faire pour que cet immense projet soit d'ici. Ce mois béni de Ramadan, coïncident avec le carême chrétien, l'entreprise de téléphonie Expresso Sénégal a procédé à une distribution de kits logo à Thiès avant de poursuivre son action de solidarité dans la ville sainte de Tivaouane. C'est là pour appuyer les Dara en denrées alimentaires, une initiative placée sous le signe du partage et de la générosité. Notre correspondant à Thiès, Adia Aminata Paye, y était.
En ce mois béni de Ramadan, coïncidant cette année avec le carême, l'entreprise de téléphonie Expresso Sénégal a posé un acte fort de générosité et de partage. À Thiès, 300 kits de ndogu ont été distribués aux passants composés de sucre, café, dattes, lait, permettant ainsi aux fidèles musulmans comme catholiques de rompre leur jeûne dans la dignité et la convivialité. Un geste hautement symbolique en cette période de spiritualité marquée par le don de soi, la patience et la solidarité envers les plus vulnérables. Après Thiès, la délégation a mis le cap sur la ville sainte de Tivaouane. Là-bas, des sacs de riz, de mil, d'huile et de dattes ont été remis à plusieurs daras en soutien aux maîtres coraniques et à leurs pensionnaires. Un acte de bienfaisance chaleureusement accueilli par les sérignes dara qui n'ont pas manqué d'élever des prières pour la prospérité et la réussite de l'entreprise. Des bénédictions formulées par un esprit de reconnaissance en temps où les œuvres de charité occupent une place centrale dans la vie des croyants. Expresso Sénégal entend poursuivre cet élan de solidarité dans d'autres localités du pays, fidèle à son engagement social. Une initiative solitaire qui rappelle que le partage et l'entraide demeurent les plus belles expressions de la foi en ce temps de carême et de Ramadan. En ce mois de foi et de prière, Expresso Sénégal démontre que la connexion ne se limite pas au réseau et se vit aussi dans le partage. De par ses actes de solidarité, Expresso Sénégal rappelle qu'oser rêver et aussi oser bâtir un avenir fondé sur le partage, la prière et la solidarité. Adja Aminata Paye, c'est cet élément qui met en terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale. 2,5 tonnes de stupéfiants ont été interceptés à l'aéroport de Douala, de la cocaïne et du tramadol venus du Soudan du Sud, mais aussi d'Allemagne. La valeur de la saisie est estimée à 50 milliards de francs CFA, soit 76 millions d'euros. François Patuel, chercheur principal sur l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, a été en parlé hier et pensé que c'est une saisine record. Au Togo, des peines de 3 à 50 ans ont été requises hier par le procureur général de la Cour d'appel militaire contre 7 personnes inculpées. C'est dans l'affaire de la mort du colonel Bitala Madjoulba. Ce haut gradé qui dirigeait le 1er bataillon d'intervention rapide a été tué par balle dans son bureau. Et enfin, 4 personnes qui se trouvaient à bord d'un bateau immatriculé à Floride ont été abattues et 6 autres blessés hier par des gardes frontières cubains. Cela après un affrontement dans les eaux territoriales de Cuba. C'est ce qu'a annoncé également dans un communiqué le ministère de l'Intérieur. Cuba a dénoncé une tentative d'infiltration d'un groupe armé à des fins terroristes. De son côté, la justice de Floride annonce ouvrir une enquête. À présent, c'est la page sportive. Solo Média. L'actualité sportive. Le sport le matin sur Solo Média, c'est la Frédel Amin Senghor. Bonjour. Merci, bonjour à vous Fatou Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous allons commencer par le football. Je n'ai pas encore reçu les relances. Je pense qu'on va commencer par le basketball. Alors commençons par le basketball. Deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027. Jour de match pour le Sénégal. Vous l'avez dit, jour de match donc pour le Sénégal pour cette deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2027. Eh bien, sachez que le Sénégal ouvre donc le bal aujourd'hui face à l'équipe de la Côte d'Ivoire. Ce sera donc à partir de 21h au stadium Marius Ndiaye. Le coach de l'équipe nationale du Sénégal, Dessagana Diop, a encore une fois donc montré l'enjeu du match tout en montrant que les joueurs sont donc confiants et aujourd'hui comprennent l'enjeu de cette deuxième fenêtre de l'équipe nationale des éliminatoires de la Coupe du Monde. Eh bien, le Sénégal est prêt pour se qualifier direction donc le Mondial 2027 à Doha au Qatar. Et bonne chance pour nos Lions du basketball, Ligue des Champions. Fini les barrages, place aux huitièmes de finale. Vous l'avez dit, le tableau des équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2025-2026 est désormais complet. Les barrages ont livré leur verdict ce mercredi soir avec les 4 derniers tickets validés.
pour le top 6 ou 16 européen. Paris Saint-Germain poursuit son rêve de doubler. Le roi n'est pas encore mort. Paris est toujours en vie. Real Madrid, quant à lui, porté par un Vinicius Junior étincelant, le club merengue a assuré donc sa qualification au Santiago Bernabéu hier. Galatasaray met fin au rêve turinois. Le club turc a éliminé la Juventus de Turin au terme d'une confrontation haletante hier. Atalanta Bergame a réalisé un exploit spectaculaire en dominant le Borussia Dortmund 4-1 au Gewiss Stadium. Atalanta s'offre ainsi donc une place méritée parmi donc le gratin européen FK Bodø Glimt. Fatou Abdou, il faut le dire, c'est l'invité surprise. Le club norvégien est devenu ainsi le premier club norvégien donc à atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale sont donc là. L'Arsenal, le club anglais, le Borussia Dortmund ou le Bayern Munich, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Sporting Portugal, Tottenham, Newcastle, Atlético Madrid, FK Bodø Glimt. De l'autre côté donc, sachez que l'équipe du Bayern Leverkusen est aussi qualifiée. Le Real Madrid qui a décroché son ticket qualificatif hier, le Paris Saint-Germain, et parallèlement donc, sachez que l'équipe de Galatasaray a réussi à se qualifier favorablement. Et de dire que seuls aujourd'hui 4 Sénégalais seront au rendez-vous des huitièmes de finale. Vous l'avez dit, 4 Sénégalais vont donc participer à ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions saison 2025-2026. Il s'agit donc de Pape Makhtar Sarr du Tottenham, qualifié directement grâce au top 8. Nicolas Jackson qui évolue au Bayern Munich. Ibrahima Bailly qui aujourd'hui donc est au Paris Saint-Germain, jeune attaquant prometteur malgré un temps de jeu assez réduit. Ismail Jacobs avec son club Galatasaray, élément clé du dispositif d'Okan Bourouk. La présence sénégalaise est donc bien visible au plus haut niveau européen. Et pour finir, sachez que le tirage au sort Fatou Abdou des huitièmes de finale est prévu demain vendredi 27 février à Nyon en Suisse. L'Europe du football, en tout cas l'Europe du football, retient son souffle pour savoir bien entendu quel club jouera avec l'autre, quel sera l'adversaire d'un ou de l'autre en huitième de finale de la Ligue des Champions. On verra, info à suivre dans nos prochaines éditions. Vous n'avez pas parlé aujourd'hui de mon équipe Oviedo. Malheureusement, votre équipe ne joue pas la Ligue des Champions. Je croyais au moins que l'équipe a fait des progrès aujourd'hui. Oui, il a fait des progrès dans la mesure des grands, quand même. Il a fait des progrès dans la mesure où il a quitté la deuxième division espagnole pour venir à la Liga espagnole. Mais ça, c'est un progrès. Mais ça, c'est pour bientôt. Ça, c'est pour très bientôt. Alors, merci beaucoup, Al-Amin Senghor. C'est le dernier point de ce journal. C'est la revue de la presse avec Al-Amin Senghor, bien sûr. Solo Media Group. La revue de presse. Bonjour. La situation dans l'éducation nationale attire l'attention de certains quotidiens ce matin. À l'image du journal Solo, les enseignants grévistes ont constaté ce mercredi des ponctions drastiques sur le salaire du mois. Dès l'ouverture de la plateforme solde, la stupéfaction a laissé place à la colère. Les retenues pour des faits de grève s'élèvent selon plusieurs sources syndicales à des montants compris entre 100 000 et 200 000 francs CFA, ce qui fait dire au quotidien des ponctions salariales contre les enseignants grévistes. Les leaders syndicaux qui ne s'attendaient pas à des montants aussi élevés ont déjà commencé à se concerter pour apporter une réponse à ce qu'ils qualifient de provocation financière. Ponction pour des faits de grève, les enseignants saignent de toutes leurs larmes, affiche le quotidien, une situation considérée par mes confrères du journal Les Échos d'une galère qui s'abat aujourd'hui sur les épaules des enseignants grévistes, le gouvernement et les enseignants en face à face. Malgré ces ponctions de salaire annoncées, le G7, le collectif regroupant les 7 syndicats les plus représentatifs, poursuit son 5e plan